Guten Tag, Franziska Brandner. Vous êtes députée du Bundestag au sein du groupe Les Verts. Vous êtes originaire du Land du Bade-Württemberg. Vous étiez précédemment députée européenne. Vous êtes diplômée d'Harvard et de Sciences Po, ce qui fait de vous une parfaite polyglotte. Bonjour, c'est pas Harvard, c'est Columbia, mais bon. Excusez-nous, on m'avait dit Harvard. C'est la même chose, donc c'est tout aussi prestigieux. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter donc un étudiant justement, Yann, notre jeune étudiant, qui vous posera la première question, une question qui va constituer, je crois, une belle introduction à nos débats. Yann. Bonjour à tous, bonjour Franziska Brandner. J'aimerais commencer cette table ronde par vous demander de me livrer une anecdote personnelle qui illustre vraiment l'enjeu du franco-allemand dans l'Europe, selon vous. C'est pas une question anodine. À cette question, sûrement mes grands-parents auraient répondu que c'était la guerre. Mes parents auraient peut-être répondu que c'est la guerre froide. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Et peut-être pour concrétiser tout ça, est-ce que l'Europe a-t-elle encore un avenir dans sa construction et est-ce que c'est bien le couple franco-allemand qui va impulser ce nouvel élan? Alors, pour la première question, moi j'ai grandi à Neuenburg am Rhein, c'est vraiment à la frontière franco-allemande. Et je me rappelle très très bien quand on allait souvent les samedis faire les courses au supermarché à Chalampé pour acheter du bon pain, du bon vin pour mes parents. Et qu'il y avait à l'inverse les Français qui venaient à Neuenburg pour acheter. À l'époque, c'était beaucoup moins cher, le PQ, etc. en Allemagne, au Aldi. Et je me rappelle très très bien le jour où il fallait plus amener la carte d'identité pour traverser le pont pour aller faire les courses de l'autre côté. Et que la station des douanes, la grande construction, se démolissait de pas à pas. Et qu'à un moment, on ne voyait même plus qu'il y avait une frontière, c'était juste un pont sur le Rhin. Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment très, très profondément dans mon cœur qu'on a réussi à en faire un espace commun où les uns achètent à Chalampé, les autres à Neuenburg, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Et du coup, pour moi, c'est aussi ça, l'Europe, c'est très concret dans la vie de tous les jours. Pour les questions, est-ce que l'Union européenne est à la hauteur des défis actuels? Moi, je pense que l'Union européenne est un super beau projet que nos ancêtres, mes ancêtres ont osé et ont eu l'audace à créer après des centenaires d'horreurs sur notre continent, souvent commencé en Allemagne. Et du coup, je pense que c'est un projet qui vaut la peine d'améliorer de jour à jour et que ça ne sera jamais parfait. C'est comme la démocratie, ce n'est jamais parfait, mais il n'y a rien de mieux. Et du coup, pour nous, l'objectif, c'est de voir où est-ce qu'il faut renforcer, améliorer les structures, mais aussi les politiques, les décisions politiques des États membres et du Parlement européen. Et pour nous, les grands défis, c'est la protection du climat, c'est le numérique, c'est le social et c'est la démocratie. Et du coup, à chaque niveau, il faut voir quelle est la responsabilité de l'Europe, où est-ce qu'on peut et on doit renforcer la capacité d'action de l'Union européenne pour nous donner une meilleure résilience, une plus grande souveraineté stratégique de notre continent dans ce monde qui devient de plus en plus complexe et, je veux dire, dangereux. Du coup, pour nous, c'est ça, c'est de voir les défis, de renforcer l'Europe pour pouvoir y répondre et en même temps de défendre ce que nos ancêtres ont pu et osé créer. J'aurais une question par rapport à ça, Francis Pantin. Est-ce que ce n'est pas parfois un peu difficile, justement, ce lourd héritage des ancêtres, comme vous l'appelez? Est-ce que parfois, on se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas carrément peut-être couper le cordon avec ce lourd passé de l'Europe, maintenant que les générations de la Seconde Guerre mondiale sont plus tellement là? Est-ce que c'est parfois difficile à porter ce lourd héritage? Moi, je pense qu'on ne peut jamais couper avec le passé de toute façon, même si on le voulait. Et il reviendrait par d'autres moyens et par d'autres chemins et qui seraient probablement plus nocifs. Du coup, moi, je pense qu'on doit arriver ou réussir en Europe, c'est d'écrire plutôt une histoire commune, qu'on raconte l'histoire bien sûr, des horreurs et terreurs du régime de nazi ensemble et qu'on sache plus en Allemagne, par exemple, ce que les nazis ont fait en Grèce, on en sait très très peu. Pareil dans d'autres États. Aussi de savoir mieux ce qui était la collaboration Vichy, etc.
mais aussi d'aller plus loin dans l'histoire. On a une autre manière de raconter Napoléon en Allemagne qu'en France. C'est une toute autre vision de cette histoire aussi, mais aussi de parler, par exemple, de notre passé colonial commun qui s'est souvent croisé entre Italiens, Belges, Français, Allemands en Afrique et les terreurs qu'ils ont commis à l'époque en Afrique. Et ce que ça fait avec nous aujourd'hui. Du coup, je pense que le défi, c'est ne pas du tout d'abandonner ou de couper, mais de réussir une histoire commune qui est racontée ensemble, qui voit les chemins croisés et aussi les complexités. Alors, Franziska Brandner, vous imaginez que beaucoup de jeunes ont posé des questions sur des sujets touchant à l'environnement. Et justement, votre parti est en haut des sondages en ce moment. Donc, la question qui intéresse tout le monde, c'est qu'est-ce qui changerait dans cette relation franco-allemande si, lors des élections législatives, si on se retrouve dans quelques mois avec une chancelière qui vient de votre parti. Qu'est-ce qui changerait? Nous sommes des vrais pro-européens qui ne parlent pas juste de l'Europe le dimanche et l'oublient le lundi, mais on est prêt vraiment à définir les intérêts allemands comme des intérêts européens. Et de ne plus, par exemple, dans le domaine de la politique extérieure, de mettre à égal la politique d'exportation des voitures avec un intérêt de la politique extérieure, de sécurité de l'Allemagne ou de l'Europe. Et nous, on est prêts à aussi, par exemple, dans la question de l'énergie, d'être vraiment en solidarité avec nos amis en Europe de l'Est, on a les Baltes, etc., pour leur indépendance quand il s'agit de la pipeline Nord Stream 2. Du coup, à chaque moment où le gouvernement allemand, ces dernières années, a plutôt considéré finalement un intérêt économique de quelques acteurs allemands, nous, on sera prêts à mettre vraiment les intérêts ensemble qui sont aussi les nôtres, c'est-à-dire une Europe vraiment qui arrive à la transition nécessaire pour le futur et à une Europe renforcée et plus résiliente et plus indépendante. Du coup, ça, c'est une très grande différence au gouvernement actuel. Et deuxièmement, ce qui est aussi important, c'est que nous sommes convaincus que de juste stabiliser le statu quo n'est plus suffisant pour vraiment pouvoir exister dans ce monde que je viens de définir comme complexe et plutôt hostile à nos valeurs. Du coup, la question, c'est de ne plus se autocanter, de gérer bien les crises pour stabiliser le statu quo, mais c'est de vraiment se demander quelle est l'ambition où on veut aller. Comment on peut arriver à avoir, par exemple, dans le domaine de la santé, plus de résilience, moins de dépendance des acteurs comme de la Chine ou de l'Inde pour vraiment pouvoir protéger nos citoyens. Quelle est l'ambition de l'Europe pour la transition énergétique? Comment on arrivera vraiment à investir dans les nouvelles énergies du futur? Comment on le fera mieux ensemble, parce qu'on y arrivera mieux ensemble? C'est un changement de l'Europe et plus juste de stabiliser le statu quo. Alors justement, beaucoup de questions sur la place de l'Europe dans le monde et de sa capacité à défendre son modèle face à des puissances comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou même la Turquie. Beaucoup de questions en ce moment. Vous l'avez dit, l'environnement est évidemment donc la priorité pour votre parti. L'Europe se dote progressivement d'objectifs ambitieux, mais cette transition écologique pose plusieurs questions. D'abord, c'est une source d'inquiétude pour des pans entiers de l'industrie, l'automobile, l'agriculture, pour n'en citer que deux. Ça peut aussi être source de concurrence déloyale sur le marché européen. Et puis, beaucoup de doutes aussi sur l'électrification des transports en remplacement des moteurs thermiques. Et plus largement, l'utilisation croissante de l'électricité pose la question de sa production propre. Qu'avez-vous à dire sur toutes ces questions qui concernent beaucoup les jeunes? D'abord, je veux vous corriger parce qu'on n'a pas juste un objectif, l'environnement. Notre objectif, c'est le bien-être pour tous qui est juste au climat.
c'est tout un autre objectif, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus vaste et ça a tout en vue et pas juste un aspect du débat. Pour vos questions concernant le secteur automobile ou de l'agriculture, je vous dis très, très franchement, on sait tous très bien que la voiture actuelle n'est pas la voiture du futur, que la voiture du diesel, etc., elle n'aura pas de futur. Du coup, la question, c'est plus est-ce qu'on continue à bâtir les voitures comme on les a, mais la question, c'est est-ce que les Européens seront encore des producteurs de voitures dans le futur ou non? Du coup, si on n'arrive pas à faire la transition suffisamment tôt, ben, on achètera tous des voitures américaines ou chinois. C'est ça la question. C'est plus est-ce qu'on y va lentement, plus lentement, c'est tout simplement si on veut avoir une production de voitures en Europe, est-ce qu'on réussira à faire la transition suffisamment rapide pour être compétitif ou on n'y arrivera pas? Et du coup, on deviendra importeur de voitures. C'est tout ça la question. Du coup, pour moi, c'est une vraie vision industrielle, économique, de transformation et qu'il faut soutenir. Et il faut bien sûr aider aussi le secteur dans ce changement, surtout les gens qui travaillent dans ce secteur-là, avec des aides financières à la formation, etc., à l'innovation et d'avoir une nouvelle vision, plus de l'automobile, mais de la mobilité. Notre secteur d'automobile doit devenir un secteur de mobilité, de liaison des différents modules de mobilité. C'est un vrai nouveau défi. Et comme je viens de dire, j'espère qu'on y arrivera pour garder une industrie importante en Europe. Deuxième point sur l'agriculture. Nous, on se bat depuis très, très longtemps pour que les agriculteurs puissent vraiment vivre de ce qu'ils produisent et que ceci sans détruire notre planète. Du coup, il faut sortir de la logique du plus en plus pour revenir à une logique du bon et du produit localement. Et c'est clair que c'est une toute autre approche qui sort de l'agriculture industrielle. Et on est convaincu que les agriculteurs en vivront mieux après aussi. Surtout ceux qui sont des vrais agriculteurs encore aujourd'hui et pas juste des grandes, énormes entreprises industrielles comme les a en Allemagne, dans quelques parties en Allemagne. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez lancé chacun des pistes prioritaires pour l'action. Il y a beaucoup de questions aussi pour savoir quelle méthode pour avancer ensemble entre la France et l'Allemagne. Nombreux sont les interlocuteurs à avoir souligné l'importance de la question de la méthode et adoptée pour que l'action et l'élan franco-allemand se traduisent concrètement et pas simplement dans un accord de circonstances entre les dirigeants. Par exemple, la voie suivie par le traité d'Aix-la-Chapelle est-elle suffisante et qu'attendez-vous de la future présidence française de l'Union européenne dans ce domaine? Alors, Franziska Brantner, vous étiez impliquée dans la création de l'Assemblée franco-allemande un peu plus d'un an. Quel bilan en faites-vous et est-ce qu'il est nécessaire de renforcer ses compétences? Oui, c'est vrai, je me rappelle encore très, très bien. C'était fin d'année 2017 que Andreas Jung, Michael Link et moi ont lancé cette idée de créer une assemblée franco-allemande des parlementaires du Bundestag et de l'Assemblée nationale. C'était encore pendant les négociations à l'époque de Jamaïca, où nous, on voulait donner cette impulsion pour les négociations. Ce gouvernement n'a jamais eu lieu, mais l'idée a persisté et on a réussi à pouvoir créer cette assemblée commune. Moi, je pense que cette assemblée a présenté toute sa valeur ajoutée pendant la crise du Covid, qu'on a réussi et su se contacter rapidement quand il y avait des difficultés sur le terrain, surtout dans le transfrontalier, et de pouvoir en discuter ensemble. Je pense que vraiment c'était important d'avoir ces contacts et ces liens et cet échange et de pouvoir, par exemple, en tant que députée allemande, poser des questions au ministre de l'Intérieur français et vice-versa, des députés français qui pouvaient poser des questions à M. Seehofer, que c'est important de pouvoir comprendre l'autre perspective, mais aussi de trouver des solutions communes. Et je suis convaincue que l'été dernier, les frontières auraient été encore fermées beaucoup plus longtemps
s'il n'y avait pas cette assemblée et qu'on aurait probablement fermé de la même manière les frontières avec la France comme on les a fermées avec la République tchèque ou l'Autriche. Et que notre travail continuel a réussi à trouver des moyens différenciés et beaucoup plus adaptés à nos régions transfrontalières que ce qui a été fait dans d'autres régions transfrontalières de l'Allemagne. Pas mal de questions aussi des jeunes, évidemment, sur la différence de culture concernant les questions de l'environnement entre la France et l'Allemagne. Moi, je suis britannique, j'ai vécu à Paris, à Berlin, et j'ai vu qu'il y a des approches très différentes. Vous, qui êtes un peu des deux cultures, comment vous expliquez cette approche différente? Et puis, une ou deux questions sur le fait, vous êtes en haut des sondages. Quel tuyau est-ce que vous donneriez-vous aux Verts en France pour avoir le même dynamisme, pour eux aussi être en haut des sondages? Quel est votre secret? On a la même culture du principe de précaution, ce qui nous réunit et qui est un des grands facteurs qui nous divise plutôt avec les États-Unis ou avec les British. Je pense que ça, c'est vraiment un facteur central qu'on a en commun concernant l'environnement et le climat. Je pense qu'il y a aussi, qu'on a plutôt en commun, cette vision d'une agriculture régionale, locale, je veux dire la bonne bouffe. Ça, c'est plutôt une approche que les environnementalistes français et allemands partagent. Par exemple, là, en ce moment, on a un combat commun dans ma région. C'est Stocamine, c'est une question des stockages des déchets toxiques qui sont stockés dans un environnement qui n'est pas stable, qui n'est pas sûr, et où on se bat ensemble pour que ces déchets toxiques ressortent et soient traités, parce que ça impliquerait des dangers vraiment énormes pour l'eau potable dans notre bassin du Rhin que nous partageons. Du coup, on travaille très, très bien ensemble. C'est plutôt une coopération étroite. Et la deuxième question, c'est je souhaite tout le bonheur et vraiment tous les bons résultats à mes collègues français de ELV. Et je pense qu'ils ont le même niveau d'ambition que nous pour, je veux dire, cette approche dynamique de transformation de nos sociétés, de ne jamais oublier le volet social, d'être ambitieux sur la protection du climat, de ne pas oublier nos libertés. Et je pense que là, encore, on est très en commun. La grande différence, c'est le système électoral entre l'Allemagne et la France. Je veux dire, sans un système électoral à la proportionnelle en Allemagne, nous, les Verts allemands, on ne sera pas du tout dans la même situation non plus. Du coup, je souhaite à tous les Français que vous allez pouvoir réformer aussi et renforcer l'Assemblée nationale et de changer aussi, peut-être de pouvoir avancer. Je sais que le débat a été beaucoup plus fort à l'époque d'une Nouvelle République, quand moi j'ai vécu en France, que c'est devenu un débat moins présent en France ces jours-ci. Mais bon, je pensais toujours que c'était un débat nécessaire et important et au sein de notre Assemblée commune, on voit très bien que l'Assemblée nationale a beaucoup moins de droits que le Bundestag. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi un volet législatif important, responsable, qui joue un rôle important dans les décisions qui nous concernent tous. Dernière question à Franziska Brandt. En une phrase, nous sommes la journée de l'Europe. Qu'est-ce qui vous rend, vous, fière d'être européenne? Quelles sont les valeurs dont vous êtes fière? Moi, je suis très fière de la Charte des droits fondamentaux que l'Union européenne a su se donner. Ce sont des droits très aussi modernes, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement. C'est une charte très, très moderne des droits des citoyens. Et j'aimerais bien qu'on arrive un jour à ne plus juste limiter son application aux droits européens, mais vraiment aux droits aussi nationaux. Que les citoyens européens en soient tous égaux devant la loi, devant cette charte européenne des droits fondamentaux et qu'on puisse l'invoquer en Hongrie pour défendre la liberté de la presse autant qu'en France ou en Allemagne et que ça devienne la base de notre Union européenne. Vielen Dank für die Beteiligung.
Sehr gerne.